Bonjour mes petits 3e B. Voici la première vidéo que j'envoie pendant cette période de coronavirus. Avec cette vidéo, vous avez, si joint avec le message Pronote, ce document-là, qui est en PDF. Alors, je vais vous en faire une lecture commentée. Il faut savoir que cette petite séance, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit rapide, c'est une sorte de mise à jour. Voilà, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en retard, on a 2 cours de retard sur les autres 3e, donc c'est une mise à jour pour que toutes les 3e soient au même endroit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la radioactivité. On a vu précédemment, on avait vu que, notamment dans l'hélium, je crois que j'avais terminé ça, par ça, que le noyau de l'hélium, il y avait 2 protons, et que ces 2 protons, normalement, devraient s'éloigner les uns des autres, parce qu'ils portent tous les 2 des charges positives, mais grâce aux forces nucléaires, ces 2 protons peuvent rester collés. Alors, s'il n'y avait que les 2 protons, ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'il y a 2 neutrons aussi. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y avait que 2 protons, il y aurait seulement un point de jonction de force nucléaire, tandis qu'avec les 2 neutrons supplémentaires, on en a 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6 derrière, entre les 2 neutrons. Donc ça, voilà, c'est une règle dans la nature, c'est-à-dire que les atomes tels qu'ils existent dans la table périodique des éléments, ils ont un certain nombre de neutrons, parce que s'il n'y a pas assez de neutrons, le noyau est instable, il ne peut pas exister, mais attention, alors ça pour des raisons un peu plus complexes que je ne peux pas vous expliquer, s'il y a trop de neutrons, c'est pareil, ça ne marche pas. Alors, on peut retourner sur la carte, le tableau périodique des éléments interactifs de la Cité des sciences et de l'industrie, avec cette musique un petit peu envoûtante. Donc le noyau d'hélium, on peut le trouver ici, en cliquant là, pour voir la structure de l'atome. Je vais peut-être enlever la musique. Donc le noyau est bien constitué de 2 protons et 2 neutrons, et autour tournent 2 électrons, autant que de protons. Voilà. Alors, on va prendre le cas du carbone maintenant. Donc dans la nature, si on regarde le carbone dans le tableau périodique des éléments, on voit qu'il a 6 protons et 6 électrons qui sont répartis sur 3 couches d'électrons. Pour information, vous verrez surtout ça en seconde, Monsieur Niels Bohr, ce qu'il a trouvé, lui, c'est que les électrons pouvaient sauter d'une orbite à l'autre en se téléportant. C'est ce qu'on avait dit un petit peu au chapitre précédent. Voilà. Si on regarde ici, là, on voit qu'au total, il a 12 nucléons, c'est-à-dire 6 protons plus 6 neutrons. Ça, c'est la règle. Mais il existe dans la nature, alors pas beaucoup, c'est un atome de carbone sur 10 puissance 12, c'est-à-dire un atome de carbone sur 1000 milliards d'atomes de carbone, il y en a un qui a 2 neutrons de plus. C'est ce qu'on appelle le fameux carbone 14. Alors c'est vrai que ça fait pas beaucoup, 1 sur 1000 milliards, mais à l'échelle des atomes, ça veut dire que même dans 1 gramme de charbon, vous pouvez en trouver plusieurs milliers de milliards de ces carbone 14. Alors le carbone 14 n'est pas stable, parce que il a 2 neutrons en trop, et donc il n'est pas stable, il est radioactif. Alors la radioactivité, c'est quoi? C'est justement tous ces atomes qui ne sont pas stables et qui vont se désintégrer. On pourrait souligner là le mot désintégrer. Et en se désintégrant, le noyau se casse et libère des forces nucléaires sous forme de rayonnement radioactif. Donc ce rayonnement peut nous transpercer, d'où la difficulté de traiter avec le monde radioactif. Tout le monde connaît là, ce symbole-là qui est synonyme de danger absolu. Alors le carbone 14 est faiblement radioactif, mais bon, on peut quand même mesurer le pourcentage de carbone 14 dans les échantillons qu'on trouve lors des fouilles archéologiques. Le carbone 14 sert à connaître l'âge des objets qu'on trouve dans le sol. Donc, un petit peu de vocabulaire. Le carbone 14, c'est une sorte de faux jumeau du carbone usuel. Il a le même nombre de protons, le même nombre d'électrons, il se comporte chimiquement de la même manière. On appelle ça un isotope. Un isotope, c'est un atome dont le noyau a un petit peu plus ou un petit peu moins de neutrons que la normale. Alors ici, il y a une petite image qui montre les 3 isotopes du carbone qu'on peut retrouver dans la nature. Donc le carbone 12, c'est le carbone
habituel, hein, c'est 99,9999999%, je vous allez jusqu'à la dixième décimale de tous les atomes de carbone qu'on trouve dans l'univers, mais sur la surface de la Terre, on peut trouver un peu de carbone 13 et surtout du carbone 14. Voilà. Alors, les atomes de carbone 14, une fois qu'ils sont formés, eh bien, ils disparaissent petit à petit. Et c'est une règle très bien connue, voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le pourcentage de départ décroît. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ici, là, on parle de siècles, c'est ce qui permet notamment de pouvoir remonter loin dans l'histoire pour savoir quel âge a un objet archéologique. Alors le carbone n'est pas le seul à avoir des isotopes, hein, pour voir les atomes qui sont juste à côté du carbone. On voit que, l'azote, mais aussi l'oxygène, hein, l'oxygène qui normalement a 16 neutrons, on voit qu'il peut en avoir un petit peu d'autres. Voilà, hop. Alors ensuite on va s'intéresser à deux atomes historiques. Ces deux atomes historiques, si on revient sur la classification périodique des éléments, c'est ces deux-là, le radium et le polonium. Alors les deux ont pour point commun d'avoir été découverts en France par Pierre et Marie Curie. Le polonium ici, le radium là. Ils ont été trouvés par Pierre et Marie Curie. Donc Marie Curie, qui est née en Pologne, c'est pour ça qu'elle a voulu nommer un de ces éléments polonium, en référence à son pays d'origine. Là, elle est donc née en Pologne, son nom de jeune fille, c'était Maria Sklodowska. Puis elle s'est mariée avec Pierre Curie, un chercheur français, et donc elle est devenue Marie Curie. Alors on va je vais vous poster vendredi, je vais vous poster un travail sur Marie Curie. Ça va être justement un petit document, un podcast qui va raconter la vie incroyable de cette femme et de son mari. Donc notamment, elle est la seule, Marie Curie est le seul être humain à avoir eu 2 prix Nobel en sciences, dont justement en 1903, le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la radioactivité, avec son mari Pierre évidemment et monsieur Henri Becquerel. Voilà, donc ce document-là, bon, le mieux c'est de l'imprimer et de le coller dans le cours. Vous mettez la date ici, vous collez, vous faites du découpage, hein. Si vous préférez recopier pour pouvoir mieux retenir, n'hésitez pas, hein, redécouper les graphiques, les représentations et vous les collez dans le cahier. Voilà, bon, je vais ensuite travailler à faire d'autres petites vidéos pour avancer le cours. Bon confinement, soyez prudents, respectez bien le confinement, c'est pour nous protéger tous. Au revoir, à bientôt.